Direction Bruxelles, car c'est au Parlement européen qu'a ratifié aujourd'hui l'accord commercial entre l'Europe et le Canada, un accord qui définit le système d'élevage des bovins. Frappés de plein fouet par la crise liée au prix du lait en France l'année dernière, les producteurs mettent tout en œuvre pour réduire les coûts de production. Certains vont même jusqu'à repenser le modèle d'élevage déjà existant en nourrissant notamment leurs vaches avec de l'herbe. Regardez. L'image peut sembler banale, mais elle devient rare. Pour ces vaches, adieu l'étable, fini maïs et soja produits à l'autre bout du monde et retour au pré avec une alimentation 100% à l'herbe. Tu comprends vite que c'est le système pâturant qui est performant économiquement en fait. Et c'est celui-là qui t'engendre le moindre coût. C'est-à-dire que tes vaches, tu les ramènes que pour les traire, mais le reste, elles vont au champ chercher l'herbe. Donc là, il n'y a plus de mécanisation, il n'y a plus rien. Voilà. Elles broutent, voilà, elles broutent. Des vaches en pâture, des coûts de production réduits au maximum. Pour Fabrice Charles, une révolution entamée après la crise de 2009. Depuis, il produit 2 fois moins de lait, mais gagne beaucoup mieux sa vie. Son lait bio est vendu 43 centimes le litre, presque 70% plus cher que le lait conventionnel. Je pense que les crises peuvent te faire du bien, contrairement à ce qu'on peut croire. On peut te faire du bien, c'est une remise en question de ton système, une remise en question de toi. Enfin, l'objectif pour nous, il est clair, il est là. C'est de travailler moins, gagner plus. Donc voilà, après, je ne dis pas qu'on va y arriver comme ça, avec une baguette magique, mais enfin, tu peux dire que c'est possible. Ces reconversions restent marginales, car longues et difficiles. Mais à chaque crise du lait, le modèle attire de nouveaux candidats. Pour Patrick Thomas, c'était il y a 20 ans. Depuis, il s'en sort moins mal que les autres, mais la crise actuelle, même pour lui, est violente. Moi, en 35 ans de métier, je n'ai jamais connu ça. Étant à la croisée des chemins, je pense que le moment est venu de se poser les bonnes questions. Soit on continue à foncer tête baissée dans le système industriel qui produit les effets que l'on connaît, ou alors on innove, on met autre chose en place. Aujourd'hui, sans label bio, son lait herbagé est acheté par l'industrie au prix de base. Alors, pour valoriser son produit, il va se lancer dans la fabrication de beurre et de fromage sans OGM. Une manière de contourner les filières industrielles, de mieux se rémunérer et de retrouver un lien avec le consommateur. Et en France, les associations écologistes qui s'opposent à une ferme de 1000 vaches dans la Somme ou bien de 1000 veaux dans la Creuse. En Chine, Sarah, Jamy, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les élevages sont 100 fois plus grands ? On pensait les Asiatiques plus amateurs de thé que de lait, mais la tendance s'inverse désormais puisqu'ils s'occidentalisent et ils copient un petit peu les habitudes européennes. Et cette année, la consommation a vraiment explosé. Il a fallu produire en masse. L'industrie du lait représente beaucoup d'argent dans le pays, près de 38 milliards d'euros. Et pour continuer à profiter de cette manne financière, le pays a mis en place des fermes géantes. Ce n'est pas sans conséquence parce que qui dit plus de vaches dit plus de pollution, de méthane, de fumier. Et les eaux usées sont rejetées par l'usine sans jamais recevoir le moindre traitement. À terme, on tend vers une vraie catastrophe écologique pour le pays tout entier. Et on pense aussi aux personnes qui sont en contact directement, ceux qui travaillent dans ces exploitations. On écoute tout de suite le témoignage de ce travailleur de la province de Gannan. Je ne peux pas travailler longtemps. Je n'ai pas de force. J'ai une douleur aiguë dans les articulations et dans les hanches. Surtout à mon âge, à plus de 40 ans, le virus affecte ma fertilité. D'autant, Sarah, que la Chine n'en est pas à son premier scandale sanitaire. Tout à fait. Souvenez-vous, en 2008, il y a eu le scandale du lait frelaté qui avait fait 6 morts et 300 000 malades. Aujourd'hui, pour éviter un autre scandale, cette fois dû à ces élevages géants, la Chine tend à s'en défaire pour revenir à un modèle plus petit. C'est ce que nous explique David Mahon, qui est spécialiste en investissement du secteur laitier. Le gouvernement chinois se tourne de plus en plus vers des fermes plus petites, jusqu'à 350 têtes de bétail. Elles sont beaucoup plus faciles à construire et elles demandent moins de ressources. C'est quelque chose d'abordable pour un entrepreneur laitier sans avoir à lever énormément de fonds. Et en tout cas, en France, l'agriculture est responsable de 21% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, outre le fait de polluer les sols, l'élevage bovin pollue aussi l'air, figurez-vous. Résultat, les éleveurs cherchent le moyen de réduire leur empreinte carbone grâce à leur pâturage. Les explications dans ce reportage. Une vache passe l'essentiel de son temps à ruminer.
Et quand elles ruminent, elles rotent, plus qu'elles ne pètent, un gaz à effet de serre, le méthane. Un phénomène de digestion naturelle, cause principale des émissions de gaz à effet de serre dans l'élevage. Mais les éleveurs français ont décidé d'agir sur l'impact environnemental de leurs exploitations et de faire valoir leurs atouts. Thierry Berthaud, éleveur laitier, participe au programme Carbone Dairy qui vise à réduire de 20% d'ici 10 ans l'empreinte carbone du lait en France. Pour limiter la production de méthane, il essaie déjà de n'avoir que des bonnes vaches dans son troupeau. Un animal qui est en mauvaise santé, une vache qui va boiter, une vache qui va produire moins de lait automatiquement, plus on en a, mais plus derrière, c'est des vaches improductives qui, elles, émettent quand même du méthane. Contrairement à ce que pensait Thierry, ce ne sont pas ces machines qui polluent le plus sur sa ferme après le méthane, mais l'achat de nourriture importée, comme le soja brésilien par exemple. On avait déjà travaillé là-dessus, puisqu'avant on utilisait essentiellement du tourteau de soja, alors qu'aujourd'hui on utilise à 80%, 90% du tourteau de colza, qui est produit localement. Sans grand bouleversement, les agriculteurs peuvent déjà réduire significativement leurs émissions. Donc l'objectif est vraiment d'optimiser les exploitations dans leur système de production en les maintenant en place. Et de par les pratiques qui peuvent être mises en œuvre, c'est approximativement entre aujourd'hui, sans engager de nouvelles technologies sur les exploitations, c'est à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être évitées. Dès le printemps, les vaches de Thierry iront au champ, à l'herbe, des prairies à prendre en compte dans le calcul de l'impact environnemental, car ce sont d'immenses puits de carbone. C'est aussi la place de l'herbe et le fait de mettre ces animaux sur des prairies qui permettent de stocker du carbone. Donc on a un équilibre qui se crée entre les émissions de gaz à effet de serre naturelles de ces animaux et le fait de les élever sur l'herbe. Au-delà de tous ces efforts, il sera difficile de réduire les émissions sans limiter la consommation de viande dans les pays riches, selon les organisations environnementales. Et cette hausse du bétail qui n'a pas que des effets négatifs sur la couche d'ozone, mais aussi sur la faune et sur la flore au Kenya, Julie Ebo. Oui, Valérie, la fameuse réserve privée de Mugi au Kenya voit disparaître ses éléphants, ses buffles et ses gazelles. Les animaux sauvages sont aujourd'hui menacés de disparition et se font de plus en plus rares. Principale cause, le cheptel qui vient paître dans cette réserve a augmenté considérablement. Plus de 30 000 vaches ont envahi le terrain, ce qui a causé des dégâts considérables. La croissance du bétail est le facteur principal qui explique cette disparition progressive de la faune sauvage, mais ce déclin peut aussi s'expliquer par l'activité des braconniers qui, souvent armés de kalachnikov, n'hésitent pas à tirer et à abattre les animaux sauvages qui occupent le terrain. Josh Perret, gérant de la réserve, revient sur ce constat inquiétant. Regardez. 20 ans de temps, d'efforts, de sueur et énormément d'argent. Tout s'est écroulé en 2 semaines. Tout est littéralement détruit. Oui, il est important de rappeler aussi, Valérie, que depuis ces 4 dernières années, le nombre d'animaux sauvages a baissé de 65%, tandis que la croissance des troupeaux a été dopée de 76%. Alors, comment on explique une telle hausse du bétail, Julie, dans cette région? Eh bien, posséder une vache, c'est un signe de richesse et c'est avéré être un investissement de choix pour les élites urbaines kenyanes. Et cela peut prêter à sourire, mais les troupeaux de vaches sont un réel problème pour la faune sauvage, pour la simple et bonne raison que les vaches sont très sélectives. Elles consomment et choisissent certaines herbes et délaissent les non comestibles, autant de nourriture en moins pour les animaux sauvages. Quant au pâturage, ils deviennent de véritables déserts et étendues arides. Donc seule une exploitation raisonnable des pâturages permettra de protéger la faune sauvage. Sinon, tous les animaux sauvages ainsi que le bétail mourront et plus personne n'aura de moyens de subsistance. Le gérant de la réserve de Loisaba nous met en garde. On écoute. Il y a une vision apocalyptique qui risque de se réaliser. De nombreux bergers risquent de se retrouver sans terre. Leur bétail va mourir et ils n'auront plus rien à manger parce que ce sont les bêtes qui leur permettent de vivre. Nous verrons les buissons se transformer en charbon et j'ai cette terrible vision d'un homme assis dans le désert, mendiant avec un bol en attendant l'aide alimentaire. Merci Julie, merci Sarah. Et puis figurez-vous, pas question de toucher aux vaches. Ces animaux là-bas sont sacrés dans la culture hindoue. Alors, pour sauver les bêtes des abattoirs, à Bombay, il existe des endroits appelés des sanatoriums pour bovins. Autrement dit, des maisons de retraite. Là-bas, les vaches passent leurs vieux jours au grand air avec des soins appropriés. Regardez.
Un spectacle ordinaire dans les rues de Bombay. Une ville qui abrite 20 millions d'habitants et de nombreuses vaches. À quelques kilomètres de là, loin des bouchons et de la circulation, elles peuvent profiter d'une paisible retraite dans cet établissement dédié aux ruminants du 3e âge, sauvés des abattoirs. Depuis 13 ans, cet employé se charge de les accompagner pendant leurs vieux jours. Nous nous occupons d'elles, nous les nourrissons, nous les lavons régulièrement pour qu'elles restent propres. L'Inde compte environ 25 000 refuges comme celui-ci. Les vaches sont des animaux sacrés pour les hindous. Dans l'état du Maharashtra, les tuer est illégal depuis 1976. En mars, les autorités locales ont étendu l'interdiction aux taureaux et aux bœufs, ce qui ne fait qu'augmenter le nombre de pensionnaires. Peu de bétail est abattu. Nous avons accueilli 87 vaches et taureaux depuis l'interdiction mise en place il y a 3 mois. Les perdants de cette histoire, ce sont les bouchers et les vendeurs de bétail du quartier musulman de Bombay. La communauté des bouchers est majoritairement musulmane. Ça fait des générations qu'ils découpent de la viande. Ils n'ont pas d'autre savoir-faire qu'ils pourraient utiliser pour gagner leur vie. Ils ne savent pas quoi faire. Le refuge reçoit désormais près de 30 bêtes par mois. Une tendance qui a poussé l'État du Maharashtra à annoncer la construction de 3 refuges gouvernementaux.